Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette table ronde qui sera sur les premières règles sans tabou. Les règles, c'est un mot qui semble assez simple à prononcer, mais pour autant, il y a quelques années, c'était difficile de le dire. On disait les Anglais ont débarqué, Ranania, qui donne ce nom à ce festival. Et la première fois que ça arrive, on peut se sentir déboussolé. Comment faire? Comment aborder ce sujet des premières règles? Qu'est-ce que c'est qu'avoir ces règles? Est-ce que c'est une question qui se porte uniquement sur les personnes concernées ou qui porte sur les personnes aussi qui sont autour? Comment est-ce que la société aborde ce sujet des premières règles? C'est sur ces différentes questions que nous allons débattre et discuter aujourd'hui dans cette table ronde. Donc pour cela, je reçois Odile Vernet des Cycles Chauds. Bonjour. Vous êtes animatrice d'ateliers pédagogiques sur les règles qui sont ludiques, bienveillants et assez pop pour appréhender le sujet des premières règles. On reçoit également Eleni Dimitriadi Chailleux. Bonjour. Tu es chef d'atelier dans une ressourcerie, l'atelier d'éco solidaire. Tu es également championne de tennis, photographe amatrice. Et aujourd'hui, c'est en tant que maman que tu viens témoigner et nous dire ton expérience, comment tu as abordé ces sujets avec tes deux filles. Je me souviens la première fois que j'ai eu mes règles, j'étais allongée dans mon lit, je me suis réveillée. Et puis j'ai vu une grande quantité de sang, je me suis dit, ça y est, c'est la fin, je vais mourir. Du coup, je me suis rallongée patiemment, je me suis dit, bon, autant faire ça allongée, tranquillement. Puis au bout de 15 minutes, je me suis dit, ça prend du temps quand même, la mort. Donc je me suis levée, je me suis dit, bon, je vais voir ma maman quand même pour lui dire au revoir une dernière fois. Je suis maman, je pense que je suis en train de mourir là. Et elle regarde et elle me fait, ah mais non, non, pas du tout, t'as la maladie des filles et des femmes. Et là, je me suis dit, ah. Et on en a reparlé quelques années plus tard de ce mot de maladie des femmes. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu as utilisé ce terme de maladie des femmes? Et elle me disait, c'est difficile pour moi d'aborder ce sujet, je suis très très pudique. Et je ne savais pas quoi dire en fait à ce moment-là, à part le mot maladie. Est-ce que finalement, c'est pour créer des outils pédagogiques que vous avez rejoint l'association Cycle Chaud d'Île-Vernet pour les parents? En fait, cette association, on peut le dire un peu d'où elle vient. C'est une association qui est née d'une femme médecin allemande en 1999. Et elle l'a fait pour les jeunes filles, pour leur dire, voilà comment ton corps fonctionne, et c'est beau. Et voilà, c'est ton trésor et tu peux le protéger. Et elle a écrit un livre, elle a reçu un prix d'ailleurs en Allemagne. Et puis, il y a de nombreuses jeunes filles qui ont suivi cet atelier. Puis, il est passé en Suisse. Il est arrivé en France en 2005, 2006, le premier atelier en France. Donc, des animatrices ont été formées. Et voilà. Et après, il y a un atelier qui a été en parallèle fait pour les garçons. Mais voilà, pour les jeunes filles, quand il est arrivé en France, eh bien, les mamans ont été invitées à venir vivre cette journée avec leurs filles. Et ça a été vraiment extraordinaire. Voilà, ça permet d'avoir des mêmes mots, d'entendre les mêmes mots et de repartir avec plein de possibilités de parler après. Et effectivement, c'est un atelier qui est ludique, qui utilise des tissus, des petits objets que les jeunes filles vont pouvoir manipuler et qui va dire avec des mots poétiques et beaucoup de douceur des choses scientifiques. Et pour qu'elles apprennent comment elles sont faites, ce qui va se passer pour elles à la puberté. Très bien. Et toi, Eleni, en tant que parent, comment tu as appréhendé ce sujet Je l'appréhende toujours, puisque le moment fatidique ne s'est pas encore présenté. Merci. Et je pense que je vais plus apprendre de choses que je vais vous apprendre des choses sur les sujets. Mais pour l'instant, je compte sur mes copines, qui sont beaucoup plus à l'aise que moi sur les sujets. Et puis à l'école, qui joue un rôle quand même assez important. Ils ont déjà abordé le sujet, donc c'est très bien. Ça m'avance un peu le travail. Et puis oui, en fait, c'est quelque chose qui s'est perpétué, puisque moi-même, j'ai pas été... on m'a pas éduqué sur le sujet. Donc forcément, j'ai perpétué. Et puis c'est une belle occasion justement pour trouver des outils, pour trouver des bonnes méthodes pour aborder le sujet, pour bien expliquer aussi, parce que ne pas dire n'importe quoi. Donc voilà. Merci. Et c'est justement aborder ce sujet. Est-ce que il vous avait paru évident avec Jean-Marie, ton mari et toi, que ce soit
toi qui abordes ce sujet parce que tu es la personne menstruée du couple, ou finalement vous vous êtes dit, bon, c'est parce que c'est toi qui es plus à l'aise, tu vas aborder ce sujet? Ou est-ce que Jean-Marie aurait pu... C'est vrai que d'expérience, c'est plus logique que ce soit une personne qui a vécu la situation, qui aborde les sujets et qui échange, parce que le mot serait peut-être plus facile à trouver. Et la confiance, puisque c'est quand même considéré un peu tabou, peut-être qu'elles auraient du mal à aborder le sujet avec le papa. Pour l'instant, on ne s'est pas encore concerté sur la question. Jean-Marie est suffisamment à l'aise avec ces questions, voire peut-être même plus à l'aise que moi. Donc, non, je pense que ça va être une discussion conjointe. C'est important que les filles sachent que ce n'est pas qu'une question de femme ou d'une question d'homme. Enfin, tout le monde doit être au courant, donc c'est partagé. En effet, c'est dans ce sens-là que je posais cette question, parce que beaucoup de parents pensent encore que ça doit être la maman qui peut aborder ce sujet. Or, finalement, les enfants ont deux parents, qui peuvent être deux mamans, deux papas, ou un papa ou une maman, ou juste un seul parent. Donc ça, c'est vrai que c'est important de déconstruire cette charge mentale. Et justement, chez Cycle Chaud, vous avez des ateliers mère-fille, père-fils. Quelle est la différence entre les deux? Alors, pour reprendre ce que vous disiez, c'est vrai qu'il y a quand même une transmission de femme à femme qui est très belle, comme ça se fait dans pas mal de cultures. Et voilà, et ça, il ne faut quand même pas perdre cette transmission. En même temps, le papa peut tout à fait être intégré dans cette découverte, accompagner sa fille en lui disant, je sais pas, qu'il est fier qu'elle devienne une femme, ou après, chacun trouve ce qu'il a à dire. Et effectivement, dans les ateliers, les jeunes filles sont pas forcément très à l'aise quand on leur demande avec qui tu peux parler des règles. C'est ma copine, ma mère, ma sœur, le papa, ça dépend. Voilà, donc, mais ça vient quand même. Donc, c'est tout à fait possible, voilà. Et on a fait des ateliers, donc, mère-fille pour cette transmission. Père-fils, parce que aussi il y a une transmission culturelle à passer du père à son fils. Et puis, pour les jeunes filles, elles sont plus à l'aise quand même quand il n'y a pas d'hommes pour parler de leur intimité. Surtout, c'est des jeunes filles entre 10 et 14 ans. Et voilà, elles ont besoin d'abord de découvrir elles-mêmes leur intimité, leur féminité, avant de pouvoir peut-être en parler plus à l'extérieur. Et justement, concrètement, comment ça se déroule un atelier Cycle Chaud? Alors, c'est un atelier qui dure sur une journée entière. Donc, il y a 3 heures d'animation le matin, 3 heures l'après-midi. La matinée, c'est on explique à quoi servent les organes génitaux féminins. Donc, comment on est tous arrivés à la conception, à notre naissance. Donc, les hormones qui ont tout mis en jeu pour que ça soit possible. Et puis, l'arrivée du bébé. Et l'après-midi, du coup, c'est plus sur, est-ce que dans mon corps, dans ce corps de jeune fille de 12 ans, par exemple, est-ce que tout ça, ça va se préparer aussi? Est-ce que ça va arriver? Et du coup, la jeune fille se rend compte que tout ce qu'elle va vivre, c'est beau parce qu'à l'origine, ça a une finalité qui est assez magnifique. C'est vrai que c'est très intéressant, cette arrivée des règles, parce que ça peut être très perturbant. On arrive à l'âge adulte. Il y a beaucoup de cultures en fait, qui célèbrent l'arrivée des premières règles. Dans notre culture, souvent, moi je me souviens quand j'étais jeune, c'était beaucoup plus facile de demander une cigarette à quelqu'un que de demander un tampon ou une serviette. C'était est-ce que tu as un tampon, s'il te plaît? C'était vraiment comme ça, très très discret. On se transmettait nos trousses les uns les unes les autres. Et alors que dans d'autres cultures, quand j'ai travaillé sur cette table ronde, au Mali, c'est une vraie célébration. Les mamans, comme vous dites, elles transmettent à leurs filles les plantes et les usages pour travailler quand elles ont des douleurs et tout, pour que le corps puisse travailler plus facilement. J'ai noté que les Apaches aux États-Unis font une grande fête pendant 4 jours avec des tambours, parce que c'est l'arrivée justement dans la vie de femmes, et que ça va être cette célébration du fait qu'elles peuvent avoir des enfants, même si avoir c'est vrai que c'est pas obligatoirement la destinée finale. Et finalement, vous, comment est-ce que toi, Lénie, par exemple, quand les règles vont arriver, c'est pas encore totalement déclenché, comment tu dis ça y est, elle grandit, ça devient une femme, ou pour toi c'est juste une étape, et puis la construction de son identité viendra plus tard? Moi, je me souviens de mon expérience. J'ai d'abord pleuré parce que pour moi, ça signifiait que je ne pourrais pas me baigner tous les jours à la mer. Voilà, j'avais fait le lien avec ça. Et pour moi, c'était quoi? Je ne pourrais pas aller à la mer tous les jours.
Et ma mère a rigolé et m'a dit, mais non, mais il y a autre chose qui se passera et tu verras. Et bon, après, la discussion ne s'est pas non plus enfin, éternisée. Et, maintenant, avec mes filles, oui, je vais avoir un peu plus de recul et je serai un petit peu plus à l'aise grâce aux copines, je répète, et aux ateliers que je vais aller faire, parce que ça me semble intéressant et important et même nécessaire. Oui, pour moi, elle va franchir une étape dans sa vie de personne, de femme. Il y a la maturité de la personnalité et puis il y aura la maturité physique, du coup, qui viendra avec cet événement. Donc, il faut que je trouve les bons mots, il faut que j'intègre ça. Après, j'ai deux filles, quelle chance. Et ils n'ont pas du tout la même approche vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis de... Donc, il faut aussi adapter les discours selon la personnalité de l'enfant. Donc, il y a une qui est plus réservée que l'autre, il y a une qui est plus, qui est plus à l'aise. Donc, il faut adapter. Donc, j'avoue que je ne sais pas encore, mais je compte sur les ateliers. On voit que c'est très riche. C'est vrai que toutes les associations, les structures ont vraiment une importance pour aborder et travailler ces sujets, parce qu'on a dit que l'école permettait d'aborder ces thématiques-là de manière souvent biologique. Est-ce que vous intervenez également dans les écoles ou est-ce que c'est simplement les parents qui s'inscrivent en dehors de structures scolaires Alors, on a deux façons de travailler. Il y a des ateliers qu'on appelle privés, ça veut dire que les parents vont sur le site Cycle Chaud, Mission XY, ils trouvent une date et un lieu qui leur correspond et ils peuvent aller s'inscrire, sachant que l'atelier qui a été créé par le docteur Respola, nous, on y est fidèles, donc c'est une structure, et que ce soit à Lille, à Bayonne ou à Nice, ça va être exactement la même chose. Il y a juste la façon dont l'animateur va faire, enfin, l'animatrice en l'occurrence, va faire. Et du coup, voilà, donc n'importe où, la maman peut aller s'inscrire. Si jamais la maman ne peut pas venir avec sa fille parce qu'il n'y a plus de maman ou voilà, il y a d'autres difficultés, ça peut être une autre femme de référence, une grand-mère, une tante, une marraine, une très grande sœur, voilà. Et donc, s'inscrit sur la journée et va vivre cet atelier. Et au niveau des collèges, il y a des collèges qui nous font venir aussi. Et du coup, c'est dans le programme de l'EARS, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, puisqu'il y a 6 heures par an dans le programme. Donc, ça correspond à un atelier. Donc, les jeunes filles sont prises en charge. Les mamans sont invitées au collège pour venir participer. Et les garçons de la classe sont aussi pris en charge avec Mission XY. Et les papas sont invités à venir aussi participer. C'est très bien qu'il y ait à la fois les deux personnes qui soient présentes, les personnes concernées et non concernées, puisque la façon de vivre ces premières règles, c'est pas uniquement comment on appréhende soi-même son corps, mais aussi beaucoup le regard des autres. Par exemple, pour préparer cette table ronde, j'ai posé la question à Véronique, aussi maman, qui travaille avec nous, et qui a 2 garçons, et je lui ai demandé est-ce que tu as abordé le sujet des règles avec tes garçons? Elle m'a dit non, pas vraiment, parce que je me suis dit qu'ils n'allaient pas les avoir. Or, finalement, c'est quand même important, puisqu'ils vont être au contact potentiellement de personnes qui vont avoir leurs règles, et les réactions souvent maladroites des jeunes à cet âge-là, c'est souvent parce qu'il y a un manque de connaissances, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que par exemple, Elénie, si tu avais eu 2 garçons, tu aurais abordé ce sujet ou pas du tout? Ça t'aurait pas paru évident? Déjà, il faut que je l'aborde avec 2 filles. C'est pas évident. Effectivement, j'aurais eu peut-être la même réaction. Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est vrai que c'est important aussi de les mettre au courant. Ils peuvent être très cruels entre eux, surtout à ces âges-là. Ça pardonne pas. Et ça fait partie aussi d'une culture générale. C'est pas juste... Enfin, on ne peut pas cloisonner les sujets que parce qu'on est des filles ou des garçons, etc. Ça concerne tout le monde. Ils vont avoir une femme un jour, ou peut-être eux-mêmes avoir un enfant, une fille. Donc c'est important qu'ils soient un minimum au courant. Donc là, comme ça, je dirais peut-être que je n'aurais pas abordé les sujets, mais la nécessité obligerait que oui, ça serait bien de l'aborder, peu importe le sexe de l'enfant. Et comment ils réagissent, les jeunes garçons, dans les ateliers père-fils? Quels sont les mots qu'ils utilisent face à ça? Alors, au début, ils ne pensent pas qu'on va leur parler aussi des filles. Donc, eux, ils sont assez détendus. En général, dans les ateliers père-fils, c'est le père qui a peur. Et dans les ateliers mère-fille, c'est la fille. Parce qu'elle a peur qu'on lui parle de son intimité, alors que le garçon est plus à l'aise. Et finalement, ils ont toute une part, les garçons, sur leur puberté, les changements qu'ils vont vivre, et aussi cœur, corps, cerveau. Donc,
parce qu'ils ne sont pas qu'un corps, voilà. Et ils ont toute une partie où ils apprennent, comme les filles, comment ils ont été conçus dans le ventre de leur maman, comment ils ont grandi, et aussi que sont les règles, à quoi elles servent, et voilà, et ce que c'est. Et du coup, au niveau des chefs d'établissement, ils remarquent une classe où les garçons et les filles ont suivi des ateliers comme ça. Ils sont beaucoup plus détendus sur ce sujet, et il y a un respect mutuel qui est là, parce qu'ils ont découvert que voilà, c'était pas sale, que ça faisait partie de la vie et que c'était même la base de la vie. Oui, de toute façon, plus on sait, moins on a peur. Donc la connaissance, ça défonce de murs, donc ça permet d'aller plus loin. Et puis la connaissance, c'est la tolérance aussi. Ouais, aussi. Mais oui, tout à fait. En fait, ce que vous dites, ça correspond un peu à la vision sociale et culturelle des règles. Parce que bien vivre ces règles, on l'a dit, c'est être à l'aise avec son corps, connaître son corps. Mais c'est aussi la société. Comment est-ce que la société aborde ce sujet des règles, l'imaginaire autour des règles. Quand j'étais jeune et que j'avais mes premières règles, le sang, les publicités de protection périodique à la télé étaient bleues. Vous vous souvenez des marques du coup, ce tabou du sang des règles, je ne comprenais pas parce qu'on pouvait avoir des films d'horreur avec très trash, avec du sang partout. Mais par contre, quand ça touche au corps de personnes menstruées, on n'a pas le droit. C'était comme si c'était quelque chose de problématique. Je me souviens, il y a quelques années, une jeune artiste sur Instagram avait publié une photo de son pyjama taché. Elle avait reçu énormément d'insultes en lui disant « Mais comment est-ce que tu oses mettre sur les réseaux sociaux une image tachée comme ça ?» Et aujourd'hui, progressivement, ça change un petit peu. La dernière publicité d'une célèbre marque de protection périodique, elle durait pendant à peu près 10 minutes et ça montrait plein de jeunes filles qui faisaient du sport. C'était une publicité un peu d'empouvoirment où on disait finalement être une fille, avoir ses règles, on peut faire quand même plein de choses. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution des mœurs. Est-ce que vous considérez que, par exemple, les ateliers et ce genre d'événements, ça peut contribuer à déconstruire cette image qui était longtemps péjorative des règles? Oui, complètement, parce qu'en fin de journée, on leur donne un tout petit questionnaire aux jeunes filles pour savoir comment elles ont vécu leur journée. Et on leur demande comment elles se sentent par rapport au fait d'avoir leurs premières règles ou par rapport à leurs règles si elles les ont déjà eues. Est-ce qu'elles trouvent que c'est sale? Et finalement, elles répondent que non, que le sang des règles, c'est pas sale. Et elles découvrent que voilà, si on dit que c'est sale, peut-être parce qu'on s'est fait tout un tabou de la zone par laquelle ça passe, mais que finalement, en soi, c'est pas sale et que c'est du sang qui veut dire la vie. Et voilà, et c'est très beau. Et il y a une jeune fille qui parlait de la chance qu'elle allait avoir d'avoir ses règles. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle réussite d'une fin d'atelier. Oui, c'est vraiment beau de voir ça sous cet angle-là. Et toi, Elénie, de ton côté, à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait, dans notre société, favoriser cette déconstruction de l'image des règles et de ce tabou? C'est déjà un bon début de ne pas avoir peur de l'image. Et c'est vrai que ça a été... on pense sale tout de suite. On va penser sale, on va penser burk. C'est pas joli, ça sent. Il y a plein de trucs comme ça qui circulent. Mais c'est vrai que déjà de l'associer à la suite de ce que ça veut dire, de permettre à connaître qu'il y a des filles qui sont très malheureuses justement parce qu'ils n'ont pas eu leurs règles ou ne peuvent pas avoir leurs règles. Ça veut dire de choses derrière aussi. Bon, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas m'étendre sur les sujets. Mais oui, déjà, démocratiser, vulgariser un petit peu la question, en parler ouvertement, c'est déjà un bon début, je pense. Ne pas avoir peur d'aborder le sujet. Que ce ne soit pas une zone sombre. On va jusqu'à la porte, mais on ne va pas au-delà. C'est un peu ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de franchir mes peurs et ne pas les transmettre. Arrêter de les transmettre, c'est cette façon de voir ces sujets qui fait que, on transmet au final le manque de connaissances, le manque d'informations et la peur, donc tout le reste. Vous l'avez évoqué toutes les deux, la question de l'image de l'odeur, de la tâche. Avant, on parlait même de protection hygiénique et pas de protection périodique. Il y a cette pression à toujours être propre, ne pas sentir mauvais, qui ne pèse pas forcément sur les corps masculins. Quand on a préparé cette table ronde, Elénie, je sais que tu as déjà préparé une petite trousse pour ta fille aînée. Quelle protection périodique as-tu choisi finalement? Parce que
est-ce que vous l'avez choisi ensemble? Vous l'avez préparé ces trousses ensemble? Ou est-ce que tu as choisi une protection plus qu'une autre? Sachant que je pose cette question parce que selon les protections périodiques, il faut plus ou moins être à l'aise avec son corps. Par exemple, les cups ou les tampons, c'est plutôt des protections intravaginales, enfin intravulves. Et c'est vrai qu'il faut plutôt être à l'aise, accepter de se toucher ou ce genre de choses par rapport à d'autres protections. Est-ce que vous avez fait ça ensemble? Est-ce que Absolument pas. Je préparais. Enfin, déjà, la première fois qu'on a évoqué le sujet, il m'a dit, oui, oui, maman, je sais, on en a parlé à l'école. J'ai dit, très bien, tu veux de l'eau? On était en train de manger. J'ai dit, je te sers de l'eau? Donc ça s'est arrêté là, très rapidement, la discussion. Et par la suite, oui, je lui ai proposé une trousse en cas où ça arrive pendant l'école. Donc de quoi pouvoir s'échanger et de quoi et donc j'ai choisi une serviette, ce qui me semble être pour l'instant le plus simple par rapport au degré d'information que je lui ai déjà fourni. Donc quasiment néant. Donc voilà, je m'adapte. Et donc oui, pour l'instant, on en est là. Mais voilà, une fois de plus, je compte sur tout ce que j'ai découvert aujourd'hui pour pouvoir aller au-delà et qu'elle puisse elle-même faire son choix par la suite de manière consciente. Et justement, pendant vos ateliers, est-ce que vous les orientez davantage vers des protections plus que d'autres? Surtout, je pense aussi sur le plan écologique, puisque maintenant, on a des protections qui sont zéro déchet, avec la cup, les culottes lavables. En fait, la dernière heure de l'atelier, les mamans vont discuter entre elles. Et moi, je garde les jeunes filles et on discute de ça, des règles, des peurs qu'elles ont autour des règles et de tout ce qui existe comme ce qui est à leur disposition. Donc, j'ai mon sac à malice, là, je sors des serviettes. Donc, on explique comment on les met, comment on les jette proprement, où est-ce qu'on les jette, les tampons, pourquoi on peut les utiliser, comment on les utilise, enfin, tout, la cup, les serviettes lavables, les culottes de règles, les maillots de bain de règles. On ne montre pas les éponges et tout parce que c'est un petit peu compliqué peut-être pour l'instant, mais voilà. Mais par contre, dans l'atelier, on ne donne pas notre avis. Les ateliers, ils sont juste informatifs. Donc, si elle me demande, oui, mais il y a les tampons, est-ce qu'il faut, il ne faut pas, je leur dis, tu demanderas à ta maman ce qu'elle en pense et ce qui est dit dans ta famille. Voilà, moi, je vous montre ce qui existe et voilà. Il y a quelques mamans, quelquefois, qui sont intéressées parce qu'elles ne connaissent pas forcément le maillot de bain de règle, par exemple, mais voilà. Oui, vous pouvez nous en parler. Vous avez parlé de l'éponge et du maillot de bain de règle. Alors, l'éponge, c'est quand même bon, je ne sais pas si c'est la façon la plus simple de faire parce qu'il y a la cup maintenant qui est vraiment intéressante aussi. Quoique pour une jeune fille, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça, faut aller voir avec celles qui ont les stands et qui pourront plus vous parler détails, etc. Mais oui, les maillots de bain de règle, ça permet de se baigner. Le flux s'arrête pendant le bain et qu'après, quand on le met, ça permet d'être safe jusqu'à aller mettre une autre protection éventuellement. Voilà. Et ce qui permet aux jeunes filles de choisir entre le tampon ou pas tampon. Et ce qui est quand même, ce que je leur dis au niveau, c'est la première génération qui peut choisir. Voilà, à part pas se baigner. C'est vrai que moi, je me souviens pareil, quand j'avais eu mes premières règles, j'avais personnellement pas très bien vécu parce que j'étais la première et la seule de ma classe à commencer à être formée. Et on avait piscine. Et outre le fait que ceux qui me connaissent sachent que j'ai la phobie de l'eau, j'avais souvent mes règles et j'avais tellement honte et peur de le dire qu'à chaque fois je préférais dire j'ai oublié mon maillot de bain. J'ai oublié mon maillot de bain parce que j'utilisais des serviettes et je ne savais pas. Ma maman était très contre les tampons, mais je ne savais pas qu'il y avait des solutions, d'autres solutions et qu'on pouvait quand même aller se baigner ou même faire du sport avec ces règles. Et ça, aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours des questions de ce type? Est-ce que je peux faire du sport? Est-ce que je veux empêcher mon frère de faire la mayonnaise? Ça reste encore vraiment des préjugés, des expressions où on dit ne faut pas de femmes dans telle pièce pour telle chose. Il y a ce rapport à la pureté du corps féminin. Est-ce que parfois vous avez encore des questions sur des clichés, sur ces préjugés? Alors, sur ces préjugés, les jeunes filles en ont pas forcément. Elles sont plus forcément très au courant du coup de la mayonnaise. Elles sont, qui est complètement faux, hein, pour avoir fait une mayonnaise avec trois de mes filles dans la pièce, non, c'est faux. Ça marche pas. Donc, en revanche, effectivement, l'impureté, c'est quelque chose qui peut rester, mais léger. Elles parlent pas trop de ça. Par contre, effectivement,
Pour reprendre votre exemple de la piscine à l'école, moi, je leur dis quand même que personne ne peut les obliger à quoi que ce soit, ni mettre un tampon si elles n'ont pas envie d'en mettre un, parce que c'est leur corps et que c'est elles qui gèrent la façon dont elles le traitent et ce qu'elles font avec. Donc, effectivement, il y a toujours la possibilité de dire j'ai mes règles, je ne me baigne pas. Et si le prof dit si tu mets un tampon, non, je choisis de ne pas me baigner plutôt que de mettre un tampon. Bon, mais je leur dis que l'excuse, elle marche une fois par mois, par contre, il ne faut pas qu'elles s'exagèrent avec ça. 6 fois par mois, ça fait trop, pareil. Ah. Non, mais ce qui est bien, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui. Moi, quand j'ai eu mes règles, j'ai juste eu droit à un truc horrible, gros, hyper désagréable. Et aujourd'hui, oui, on peut aussi se sentir à l'aise, ne pas constamment avoir en tête, je suis dans cette période-là, oh là là, et je peux faire ça, je peux pas faire ça. Enfin, il y a des solutions qui ouvrent un peu le champ, quand même, du choix. En parlant de cycle menstruel, il y a toujours la peur de la tache. De se dire attention, est-ce que ça va déborder? Je ne peux pas mettre tel pantalon, ou zut, j'ai taché ma culotte préférée. Du coup, Elénie, est-ce que tu as abordé ce sujet un peu avec tes filles ou pas du tout, de comment réagir face à une tâche, si ça arrive, que faire, si elle est à l'école? Non, on n'a pas abordé, mais enfin abordé spécifiquement, non, mais de manière générale, on aborde le sujet de se défendre déjà, c'est dire que ça peut arriver à tout le monde, que ce soit ça ou autre chose. Donc ne pas avoir peur, ne pas avoir ces sentiments de honte, il n'y a pas question. Et puis qu'il y a des solutions, il y a toujours un truc à mettre autour de la taille, aller poser la question, il y a l'infirmerie, si ça arrive à l'école. Il y a des solutions. Donc déjà, de savoir se défendre par rapport à ces sentiments de mal-être qui puissent se produire en cas de débordement. Mais voilà, qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte de quoi que ce soit. Voilà. On a plutôt abordé comme ça le sujet pour l'instant. C'est vrai que c'est important de rappeler, c'est pas une honte, c'est pas quelque chose de sale d'avoir ces règles, c'est normal. Est-ce que vous leur donnez justement des petits tips, des petites phrases, des petites astuces lors de ces ateliers quand elles ont peur d'avoir une tâche ou quelque chose comme ça? Oui, on regarde un peu les solutions d'urgence. Donc, on passe les solutions d'urgence et puis ton sweat est ton meilleur ami. Oui. Ou le sweat de ta copine ou n'importe quoi. Pour les tâches devant, les tâches derrière, c'est génial. Et que leurs mamans sont des championnes du monde de nettoyage de la tache de sang. Donc, c'est pas grave aussi. Voilà. Donc, pour se détendre et que dans les écoles, il y a les infirmeries ou les CPE où ils ont des serviettes exprès pour les jeunes filles. Et alors, on dit, ah bon? Bah oui, ils les achètent pour vous. Voilà. Donc, ça les détend. Elles se disent, voilà. Puis je leur dis, mais imaginez que toutes les femmes que vous rencontrez entre 15 et 50 ans ont leurs règles une fois par mois. Donc, ça fait partie de leur quotidien. Et vos profs masculins, ils ont ou une fille, ou une femme, ou une mère. Enfin, en tout cas, ils savent ce que c'est aussi. Donc, tout va bien. C'est important, ça semble simple comme message, mais c'est important de le rappeler vraiment. Avoir ses règles, c'est pas une honte. Avoir des tâches, c'est pas une honte. C'est normal. Et justement, quand on parle des règles, on a beaucoup tendance à utiliser un vocabulaire féminin, alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus une déconstruction, parce qu'on peut ne pas se sentir appartenir à ce genre. Ça peut être, on peut être un homme, une personne menstruée, non-binaire. Est-ce que lors des ateliers, vous abordez aussi ces questions de genre, comment se positionner? Parce que les premières règles, ça ouvre vers la sexualité, la puberté, ou vous restez simplement sur l'aspect biologique, du flux? Mais là, on s'adresse à des jeunes filles de 10 ans, 10, 13, 14. Donc, elles ont pas forcément encore, elles se posent pas forcément ces questions. Donc, nous, on reste sur le corps que j'ai aujourd'hui, comment il fonctionne aujourd'hui. Voilà. Après, on leur laisse tout. Enfin, tout est ouvert, quoi. C'est vrai que c'est intéressant de le dire parce qu'il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui, de sensibilisation, notamment à l'école, sur les questions liées aux minorités de genre. Donc, c'est vrai qu'on essaie toujours aussi de faire attention à ne pas trop genrer parfois ces questions-là, pour bien rappeler que ça concerne toutes les personnes, que ce soit les personnes menstruées ou pas les personnes menstruées. Donc, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui souhaiteraient nous partager
des anecdotes sur leur première règle, autant que parents ou enfants, avant de poursuivre sur les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager avec nous? Bon, alors moi, je vais raconter la première fois que j'ai eu mes règles. J'ai été paniquée. Donc, j'ai été voir ma mère qui m'a dit oh, bah, c'est super, moi aussi, je les ai eu aujourd'hui. On va faire un gâteau pour fêter ça. Et moi, j'étais terrorisée parce que je savais que ça existait. Mais du coup, j'avais pas envie de les avoir. Ça avait l'air hyper chiant. Et puis, bah, c'était là. Et finalement, ça s'est bien passé. Mais ce truc du gâteau, je me disais, mais non, c'est pas du tout la fête. Donc, voilà. Je l'ai vécu comme ça au départ. Quelqu'un d'autre? Bonjour, je m'appelle Nawel et je suis d'origine franco-marocaine et mon père est marocain, ma mère est française. Donc autant vous dire que mon père, qui était très ouvert d'esprit quand j'étais enfant, est devenu beaucoup moins ouvert d'esprit. C'est peut-être un cliché, en tout cas ça a été vrai dans ma famille à partir du moment où j'ai commencé à devenir une femme. Et du coup, le sujet des règles, quand il est apparu d'un point de vue physiologique et biologique pour moi, je me suis tournée vers ma mère, qui a été de très bons conseils et très bienveillante, et avec le sac de Mary Poppins, avec tout l'attirail à l'intérieur à choisir. Et ce qui était très bizarre, c'est que je n'en parlais pas du tout à mon père. Et ce qui a été un peu un choc, c'est que du coup, il était au courant quand même via ma mère de ce qui se passait. Et on avait l'habitude de partir tous les étés au Maroc. Et cet été, quand on est parti au Maroc, m'attendait une bamboula de malade, parce que justement, on fêtait le fait que j'ai mes règles. Donc j'ai eu une sorte de choc, mais gigantesque avec mon père. Fallait pas en parler, etc. Et soudain, c'était la célébration au Maroc. Moi, je me sentais très mal à l'aise. Je savais pas ce qui se passait. Donc il y a eu un peu un choc des cultures. Et mon père au milieu, qui était en même temps celui avec qui je ne pouvais pas parler en France, mais qui faisait la teuf au Maroc. Donc ça a été un peu bizarre. Voilà. Et la deuxième anecdote, c'est que j'ai un petit garçon qui a 2 ans. Et c'est l'âge où on fait pipi et caca à la porte ouverte de toute façon, parce qu'il veut suivre absolument tous les événements des toilettes. Et donc notamment, il est fasciné par le moment des règles, parce que moi, du coup, j'ai une cup. Et le moment, la grande fête du mois, c'est quand je vide ma cup dans les toilettes, parce que là, c'est incroyable, c'est une couleur différente, il y a des objets et tout. Et je voulais juste revenir sur l'ouverture au sujet des règles chez les jeunes garçons, parce que moi, du coup, ça m'intéresse particulièrement vu que j'ai un petit garçon. Je pense aussi que ça peut vachement se faire, du coup, et c'est ce que je pense à la maison. Il y a certains âges, évidemment, où il y a plus ou moins de pudeur, où il y a plus ou moins d'acceptation, etc. Mais moi, je sais que, comme je suis très, très à l'aise avec mes règles, et que c'est quelque chose qui me plaît, et j'en suis fière, je pense que ça passera aussi peut-être dans mon éducation vis-à-vis de mon fils, où de toute façon, on en parlera, parce que tout en étant dans mon intimité, évidemment, il ne faut pas dépasser les bornes, il y a aussi, faut pas le mettre mal à l'aise. De toute façon, il y aura des bouquins à propos de ça, je pense que j'aurai des œuvres d'art à propos de ça. Donc voilà, c'est tout. Merci pour ce témoignage. C'est vrai que en préparant cet atelier, normalement, il devait y avoir Mélanie Merlot, qui est ethnologue, qui a fait un film Première Lune, qui présentait vraiment dans différentes civilisations, différentes cultures, comme vous le dites, la perception des règles. Et c'est vraiment très, très enrichissant de voir à quel point, dans d'autres cultures, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement festif, quelque chose de joyeux, alors que dans notre civilisation, à nous, qui est plutôt occidentale et très ethnocentrée, on a ce malaise qui commence à se déconstruire un petit peu, petit à petit. Ce que vous avez dit, ça va rejoindre ma prochaine question. C'est sur la sororité. Vous avez beaucoup parlé du soutien des mères vis-à-vis des filles, toi de ta maman, petit à petit, moi de mes copines, par exemple. On voit que par rapport le lien de sororité entre les règles, les premières règles, est-ce que vous le ressentez vous aussi comme ça ou pas du tout? Moi, je trouve que c'est quand même
très très fort et très prégnant parce que quand on regarde un petit peu les travaux aujourd'hui qui se popularisent sur l'écoféminisme, certaines utilisent les règles, essaient de parler des règles comme un moyen de comprendre et connaître ses émotions, se connaître, le travail, le lien avec éventuellement la Lune et de reconstruire des nouveaux imaginaires qui soient vraiment de l'empowerment, enfin, vraiment de l'empouvoirment, de la célébration. Est-ce que vous le ressentez aussi comme ça dans vos ateliers avec les personnes que vous rencontrez dans la nouvelle génération qui arrive? Mais déjà, on voit que quand on est en train de parler des règles entre les jeunes filles qui les ont déjà et celles qui les ont pas encore, tout de suite, il y a une espèce de solidarité qui se met en place parce qu'elles disent mais t'inquiète pas, moi quand je les ai eues, c'était comme si voilà. Et alors je les laisse faire et elles communiquent entre elles, elles se donnent des conseils, voilà. Donc ça c'est très beau. Et puis, mais c'est vrai que on peut aussi les fêter les règles. Et vous parliez tout à l'heure de faire toute une fête. Et quelquefois, voilà, on propose aux parents de marquer le coup avec ou un petit repas au restaurant, mais avec éventuellement le papa, justement, parce que ça peut être une fête ou de leur offrir un cadeau aux filles. Voilà. Et puis, pendant l'atelier, on parle du cycle, de comment reconnaître à quel moment on est de son cycle. Donc là, après, on n'a pas trop le temps de partir là-dessus, mais pour leur dire que voilà, elles sont pas juste spectatrices. Elles peuvent utiliser les temps de leur cycle où elles vont être plus ou moins en forme pour mettre les temps de leur vie. Quand elles ont quelque chose d'un peu compliqué à faire, d'en profiter pour le faire au moment de leur cycle où elles vont être plus en forme et puis s'occuper d'elles. Et voilà, pour les temps où c'est un peu plus... Voilà, on a besoin de plus de cooking et de cocooning, de se faire attention à soi. Donc voilà, de commencer à ce qu'elles s'approprient vraiment leur corps pour en faire une force, leur cycle. C'est vrai que c'est très important parce que le lien entre les émotions, les règles, on va développer un peu plus tard avec la dernière conférence sur comment bien vivre son flux menstruel. Et moi, je trouve que par exemple, pendant longtemps, je souffrais de syndrome prémenstruel et on en parlait par exemple pas beaucoup quand on est très jeune et qu'on a les premières règles. On nous en parle très très peu de ce rapport entre les émotions parce que ça a tellement été dévoyé, on s'en est beaucoup servi pour mépriser les femmes qu'on n'apprend plus du tout à savoir connaître et vraiment observer son corps. Quand j'en ai parlé par exemple avec mes tantes qui vivent en Afrique, elles me disent mais comment on t'a jamais parlé de toute cette observation que quand ton cycle c'est pas les règles en fait, la menstruation c'est pas juste le sang mais il y a plein de choses avant qui se passent, le corps, les seins, les émotions. Est-ce que par exemple c'est des choses que tu pensais aborder avec ta fille, cette partie émotionnelle Oui, parce que déjà, chez nous, enfin, en ce qui me concerne, ça coûte cher en chocolat, le lait avant. Et expliquer aussi pourquoi maman, des fois, elle est un peu trop énervée pour un oui ou pour un non. Et leur dire que ça implique bien d'autres choses que juste le corps et les aspects physiques. Et que avant, pendant, après aussi, des fois, moi je sais que je suis au meilleur de ma forme quand je mes règles, par exemple. Au tennis, c'est formidable. Je ne rate rien du tout. Avant, après, c'est la cata, mais pendant, c'est génial. Donc, je rigole, mais l'idée, oui, effectivement, c'est de leur dire que c'est quelque chose qui n'est pas instantané, c'est pas, ça se résume pas en 7 jours, ou en 5, ou en 6, mais qu'il y a bien plus de choses qui sont concernés, que leur état émotionnel peut changer, qu'elles peuvent être plus énervées, plus joyeuses, plus en forme, moins en forme, tout ça, oui, c'est important de... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de choses à aborder, il n'y a pas que le sujet avant, c'était on t'a expliqué, c'est bon, t'as compris, allez, on arrête là, et maintenant on avance, on t'a acheté les serviettes, voilà, il y a cette marque, et non, on se rend compte, enfin je me suis rendu compte aussi, avec l'âge, qu'il y a bien plus de choses, et je découvre, et je continue à découvrir des choses, hein, donc... Et je me ferai un plaisir de le découvrir avec elle aussi. Il y a certainement des choses que je ne connais pas, donc on partagera. C'est vraiment très beau de le voir comme ça, de continuer à évoluer dans sa propre relation avec son corps, parce que c'est vrai que finalement, quand on est jeune et qu'on est passé par des étapes, quand c'est à notre tour de les transmettre, on redécouvre certaines étapes sous une perspective différente. Par exemple, en préparant cette conférence, je regardais un peu comment est-ce qu'on traite aujourd'hui les premières règles, comment on les aborde avec les jeunes.
quand j'étais jeune, comme je le disais, c'était tellement tabou, il y avait peu d'outils, alors que maintenant, il y a énormément de BD qui montrent des femmes guerrières qui ont leur règle, comment c'est beau, en fait, d'utiliser, comme on le disait, ses émotions, les phases de son cycle. Pour le sport aussi, on a des ateliers, comment pratiquer une activité sportive, avoir ses règles, tous ces outils. Aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une volonté collective dans notre société de déconstruire cette image péjorative des règles. Et donc, pour terminer, et avant de repasser aux questions au public, qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre sur les premières règles vraiment vis-à-vis des parents, des jeunes filles, de la société Quel est votre regard sur les premières règles pour déconstruire ce tabou, Odile Vernet? Quel est le message clé? Il faut tout résumer, là, c'est compliqué. Le message clé, justement. Déjà, les règles, le sang, c'est la vie. Donc, ça commence comme ça parce que c'est à ça que ça sert, déjà. Et puis, je sais pas, c'est sur tout ça. Et ça fait vraiment partie de la vie de chacune. Et... C'est très bien, c'est beau, le sang, c'est la vie. Et Lénie, quel est le message clé que tu aimerais transmettre aux parents, justement, qui ne sont pas toujours très à l'aise avec ces sujets? Oser. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous épauler. Moi, je me suis vachement appuyée sur mes copines, justement, qui ont su trouver les bons mots et me décomplexer aussi par rapport au sujet. Et de manière à ce que moi-même, j'ai envie de l'aborder avec mes filles, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et oui, oser. Et puis, il n'y a pas de honte. Il n'y a certainement pas de honte, pas à ces sujets-là, ni à aucun autre. Il faut aussi se sentir... ça nous permet aussi de s'affirmer en tant que femme. Ça fait partie de nous. Donc, nous, on n'a pas honte de quelque chose qui fait partie de notre nature. Donc, il faut oser. Il faut briser les tabous. En effet. C'est très beau de conclure là-dessus. Rania Party, le festival qui titille les tabous et qui brise les tabous. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça démontre à quel point ce lien de sororité dont on parlait, il est à la fois présent quand on est très jeune pour la première fois, mais aussi quand on est parent et qu'on transmet cette fois-ci ces informations à nos enfants quand ils arrivent, petites filles et aussi petits garçons ou autres d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour nos intervenantes ou des anecdotes à nous partager sur leurs premières règles, comment elles les ont abordées avec leurs parents ou des garçons, la première fois que vous avez vos amis de cours? Je vois une personne, oui, au fond. Bonsoir. Alors moi, j'ai plusieurs questions. En fait, il y a des choses que je n'ai pas comprises dans vos interventions. Donc, je pense que vous êtes comprises, mais moi pas. Alors, il y a l'anecdote de la mayonnaise. Première chose. Oui. Et puis, je voulais savoir aussi... Vous évoquiez tout à l'heure la transmission culturelle de père à fils. Et je voulais savoir dans les ateliers comment ça se traduit, puisque je n'ai pas fait le lien avec ce que vous avez dit ensuite. Bon, je vais m'arrêter là. Okay. Alors, il paraîtrait qu'une femme qui a ses règles ne peut pas monter une mayonnaise à l'ancienne, avec le jaune d'œuf, la moutarde et l'huile. C'est archi faux parce que j'en ai monté une, j'avais mes règles, et mes 3 filles dans la même cuisine avaient leurs règles. Donc voilà, c'est donc vraiment une idée reçue qui, je ne sais même pas sur quoi ça s'appuie. Ah, d'accord. Voilà. Bon. On me l'a dit encore il n'y a pas si longtemps que ça. On me disait, j'étais en soirée avec des amis et l'un des garçons qui était là m'avait dit est-ce qu'il y a des femmes qui ont leurs règles parce que je vais faire une mayonnaise? J'étais au 21e siècle encore, là, en 2021, on dit encore ce genre de choses? C'est qu'on a dû oublier pourquoi on le disait. Mais ça ne peut pas être en rapport avec les règles, c'est pas possible. Pour ce qui est de la transmission entre le garçon entre le père et son fils, c'est vrai que les femmes sont souvent les mamans se sentent souvent un peu obligées d'aller dire à leur fils ce qui va lui arriver, parce que sinon c'est quand même pas très sympa, ce qui a pu vous arriver. Et du coup, voilà, alors que les pères se disent que bon, ils vont bien comprendre sur le tas, ils vont se débrouiller, j'ai bien réussi, ils vont le faire. Et je trouve que c'est beau que les pères puissent s'investir aussi dans la puberté de leur garçon et de dire, voilà, tu vas devenir un homme
Et voilà ce qui se passe quand on devient un homme. Ton corps peut changer, surtout au niveau de l'anatomie des parties génitales, de ce qui s'y passe, de le rassurer aussi. Parce que les garçons ont toujours beaucoup de questions par rapport à physiquement comment c'est, comment ça va être, comment ça doit être. Voilà. Et donc voilà, et d'avoir son père à ce moment-là qui l'accompagne, et je trouve que c'est un beau rôle du papa. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci beaucoup. Et la dernière chose, c'était par rapport aux éponges. Je ne sais pas si vous n'êtes pas rentré dans les détails parce que ce n'est pas votre zone de compétence. En ce qui concerne tous les moyens pour se protéger pendant les règles, ou alors parce que vous ne souhaitiez juste pas en parler? Bon, c'est vrai que c'est pas. Personnellement, j'ai jamais essayé. Je sais que ça existe. Donc, ce sont des éponges spéciales, mais comme les femmes faisaient il y a très très longtemps aussi, ça faisait partie de leur panel de protection périodique. Et voilà, et ça marche un peu comme un tampon finalement, qu'on met dans le vagin, qui se gonfle de sang et qu'on retire après. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un peu moins utilisé parce qu'il y a des moyens peut-être un petit peu plus simples et plus accessibles. Mais voilà, ça existe. Merci. Il y a aussi parfois on n'a pas encore abordé ce sujet-là, mais c'est vrai qu'il y a parfois des jeunes filles qui viennent de milieux populaires ou précaires, pardon, c'était pas le bon mot, pardon, de milieux précaires qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et les premières règles, souvent on n'a pas toujours les moyens en tant que parents d'acheter des protections tout le temps. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent du papier toilette ou ce genre de choses. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle on est très sensible. Il y a une boîte à l'entrée où on collecte des protections menstruelles qu'on va redistribuer après dans les établissements. Et c'est aussi pour ça que vous avez dit que c'est très important de le rappeler vis-à-vis de tous les collégiens et collégiennes qu'au sein des établissements, il y a des protections périodiques qui sont faites pour ça. Parce qu'on ne sait pas qu'on va les avoir, parce qu'on ne connaît pas encore aussi bien son corps quand c'est les premières fois, à quel moment ça va tomber, mais aussi quand on n'a pas forcément les moyens de les acheter. Parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, je me souviens, il y avait une taxe sur les protections périodiques qui était aussi taxée comme un produit de luxe. Et ça avait été un vrai combat, justement, de dénoncer cette taxe parce que le fait d'avoir des protections, on doit les porter toute notre, pas toute notre vie, mais une très grande partie de notre vie quand même. Donc c'est vraiment important de transmettre cette information au sein des écoles. N'hésitez pas, si vous êtes concerné ou si vous êtes parent ou si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter tout le temps des protections périodiques à vos enfants, qu'il y a cette possibilité dans les écoles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'anecdotes à partager ensemble? Oui. Alors moi, c'est pas du tout une question pour le coup, c'est plus un témoignage pour un petit peu faire la différence entre tout le monde et un peu ce truc de les règles. Waouh, mais en fait, qu'est-ce que c'est et demander à ses parents. Moi, j'avais... C'est OK. Ah, c'est bon. Je disais oui, du coup, je pense que quand je les ai eus, je me rappelle pas exactement. En fait, ça m'a même pas marqué parce que moi, j'étais hyper prête. J'avais déjà essayé de me mettre des tampons. J'avais déjà lu aux toilettes 36 fois la notice pour mettre un tampon. J'avais déjà essayé de tout regarder, toutes les serviettes. Et du coup, j'étais hyper préparée. Et du coup, je me rappelle même pas, en fait, le moment où j'ai eu mes règles. La première fois que j'ai eu mes règles, tellement c'était hyper naturel. Et j'ai pas eu de discussion avec mes parents. Enfin, je pense qu'on en avait déjà parlé parce que j'ai la chance d'avoir des parents. Et c'est triste de dire que j'ai la chance d'avoir des parents avec qui j'avais déjà pu en discuter. Mais voilà, j'étais une pro du Tampax et c'était même un super moment. Donc voilà, c'était juste un petit témoignage. Merci pour ce témoignage hyper positif. Mais c'est vrai que ce que tu dis, parce que je reconnais ta voix, Valou, c'est très vrai. Je me souviens quand j'étais jeune, justement, en 6e, moi j'avais une copine, une de mes meilleures amies, qui était un peu jalouse parce qu'elle les avait toujours pas. Et elle me disait souvent ça, elle me disait « Oui, mais toi au moins tu les as, ça y est, t'es en train de devenir une vraie femme, etc. » Alors que moi j'étais en train de me dire « Mais non, je peux pas mettre mes culottes préférées quand je veux !» Et est-ce que vous avez parfois justement dans ces ateliers où parfois il y a des jeunes filles qui n'ont pas encore leurs règles, des personnes qui ont hâte et qui se disent « Mais est-ce que je peux les stimuler? Pourquoi ça vient pas ?» Et comment aborder ce sujet quand ça vient pas? Parce qu'on sait que parfois quand ça vient pas, ça peut être, je ne suis pas médecin non plus, potentiellement
des petits soucis. Soit ça peut prendre le temps parce qu'il n'y a pas d'âge fixe, il n'y a pas de corps normé ou autre, mais parfois je sais que ça peut signifier des petits problèmes hormonaux. Donc comment est-ce que vous répondez à ces questions quand il y a cette attente de se dire ça y est, je suis prête chez une femme, mais je ne le suis pas encore biologiquement. Alors, c'est quand même un peu rare que les filles se disent « Oh, allez, quand est-ce qu'elles arrivent ?» Bon, oui, pour comme une première fois, de savoir ben, comment je vais le ressentir dans mon corps, comment ça va être. Voilà, il y a ces interrogations. Donc, une fois qu'on les a ressenties, mais c'est comme les enfants qui vont à la maternelle, ils veulent y aller le premier jour, mais après, on arrête. Hein. Donc, voilà. Bon, après, donc, il y a des jeunes filles qui, enfin, voilà, elles ont 11 ans et elles ne veulent pas que leurs règles arrivent parce qu'elles veulent rester une petite fille. Elles n'ont pas envie de passer dans le côté des femmes parce que voilà, leur corps a commencé à bouger, mais elles sont bien là où elles sont. Ça va mettre un peu plus de temps que certaines autres. Et puis, il y a aussi, comme vous dites, il n'y a pas d'âge pour les premières règles. Ça peut aller de 9 ans à 17 ans et tout est acceptable. C'est au moment où le cerveau va envoyer le message quand le corps sera prêt. Quand la jeune fille, ce sera le moment. Et moi, j'aime bien leur dire, bah, voyez, donc j'ai 14 filles devant moi et vous marchez toutes. Je ne sais pas à quel âge vous avez marché. Je ne sais pas si vous avez marché à 9 mois, si vous avez marché à 20 mois. Et c'est pas grave. Vous avez marché quand c'était bon pour vous de marcher. Ben, vous aurez vos règles quand ce sera bon pour votre corps, quand votre corps saura que c'est le moment pour vous. Après, effectivement, je leur dis aussi que si ça les inquiète, elles peuvent toujours voir un médecin qui pourra les rassurer, faire éventuellement des analyses s'il le faut. Mais voilà, ne faut pas qu'elles s'inquiètent. C'est très rare, vraiment très très rare de ne pas avoir ces règles. C'est vraiment c'est une très belle métaphore, la métaphore de la marche. À quel moment? Parce qu'il y a une telle pression de normes quand on est jeune, on veut ressembler à tout le monde, on n'a pas envie d'être différent, on se sent mal à l'aise avec sa différence, que c'est important de déconstruire un peu tout ça, de rappeler que finalement, avoir ses règles, c'est rien de grave, c'est juste quelque chose de normal, que la construction de son identité, d'être une femme ou pas, c'est pas nécessairement lié aux règles, mais à comment on se sent, qui est-ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie d'être, et c'est ça qui est le plus important, qu'il y a différentes formes de protection et qu'on a à choisir, on peut tranquillement choisir les différentes protections avec lesquelles on est plus à l'aise, que quand on est parent, finalement ce rôle de parler de ça, c'est peu importe notre genre, qu'on soit la maman ou qu'on soit le papa, c'est important d'appréhender ces questions-là, et même quand on a des garçons aussi. Je vous remercie beaucoup, mesdames, d'être intervenues aujourd'hui sur cette table ronde sur les premières règles sans tabou. C'était vraiment très, très enrichissant d'avoir votre regard et votre expertise qui est assez différente. Je tiens aussi à remercier Léa et Marie qui m'ont aidé à travailler cette table ronde. Ah, il y a une dernière question. Oui. Merci, je vais être rapide. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé et je parle du coup à Madame Vernet, à Odile. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être en face d'un enfant avec une vulve, avec des organes génitaux, on va dire féminins, mais qui ne se reconnaît pas comme féminin? Comment vous faites pour aborder les règles face à un enfant qui ne se reconnaît pas comme une petite fille ou comme une femme en devenir? Alors, ça m'est jamais arrivé de façon évidente, ou c'était le cas, mais on m'a pas tenu au courant. Voilà, j'ai pas su. Après, je vois que dans mes groupes, il y a des filles qui participent beaucoup, d'autres qui participent peu. Il y en a qui sont gênées, il y en a qui sont pas gênées. Donc peut-être que dans la façon de réagir, il y en avait peut-être une qui se reconnaissait pas forcément dans tout ce qui se disait, mais je n'ai pas su précisément. Parce qu'on parle beaucoup du coup de cette transition, enfin il y a vraiment cette histoire de nœud entre on est une fille et puis on a ses règles et puis on devient une femme. Et je me demande si c'est justement pas quelque chose de très difficile pour certaines personnes qui justement ne veulent pas être une femme ou se ressentent pas comme une fille ou des choses comme ça. Avec un corps qui du coup, lui par contre, va être genré d'un point de vue de la société. Oui, c'est pour ça que je rappelais dans ma conclusion que c'est important de rappeler que c'est pas les règles qui définissent son identité. Par exemple, c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit, que ça passe, que c'est les règles qui signifient le passage au fait d'être femme, mais je pense que pour beaucoup de petites filles, moi, au moment où j'ai eu mes règles, pour moi, j'étais encore une petite fille, ou d'autres personnes, comme je disais, qui pouvaient
très bien ne pas, enfin, juste être soi-même, peu importe, pas forcément obligé de se genrer, entre guillemets. Donc, je pense que c'est aussi important de s'autoriser ça. Et on commence à en parler vraiment de plus en plus. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure aussi si est-ce que c'est des sujets d'aborder les questions, est-ce que vous abordiez ou pas les questions de genre petit à petit à l'école, etc. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose qui est caractéristique du fait d'être une femme ou pas. C'est pas d'avoir ses règles, ça n'a rien de biologique d'être une femme. C'est avant tout comment on se construit et comment on a envie, est-ce qu'on se sent femme ou pas. J'insiste là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un petit peu de temps. D'autres témoignages? Eh bien, je termine mes remerciements, du coup. Je remercie aussi tous les bénévoles qui organisent ce festival et qui sont là. C'est vraiment, ça fait du bien d'avoir ce genre de démarche parce que ça participe à déconstruire les préjugés, de se sentir plus à l'aise avec son corps, surtout les premières fois comme pour les règles. Et bien maintenant, je vous laisse avec un sujet un peu plus épicé que Mathilde va aborder, sexualité quand ça capote. Merci à toutes et à tous pour votre attention.